Bonjour et bienvenue dans À travers le projecteur, le podcast où chaque invité nous partage son film préféré. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast dans toutes les plateformes d'écoute, que ça soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud et même bien évidemment YouTube. Je suis encore et toujours Ciné2Ga et aujourd'hui je serai accompagné d'un invité. Ouh là là, cet invité, il me le fallait à un moment donné, parce que là, j'en peux plus. À cause de lui, je me suis fait piquer un genre de cinéma qui, depuis cette année, remplit ma vie. C'est le cinéma asiatique, et un peu plus précisément le cinéma japonais. Et la cause de tout cela, c'est nul autre que Chut, ça commence. Comment vas-tu ? Bonsoir. Eh bien, je vais très bien, merci. Ça fait plaisir que tu sois là. En tout cas, je suis très heureux que tu sois là dans ce podcast parce que tu es la cause, comme je l'ai dit, de m'être fait piquer vraiment au cinéma asiatique et surtout au cinéma japonais à cause de tes recommandations. Et ça fait plaisir, en tout cas. Je suis devenu accro. Bravo. Bah écoute, c'est un plaisir partagé. Un rendez-vous comme ça pour parler japonais, cinéma, formidable. C'est formidable. C'est formidable et d'autant qu'on n'en parle pas assez. Et il faudrait en parler plus. Oui. Et ça va peut-être être le point précis de ce podcast d'aujourd'hui. On vous le dit tout de suite. On va parler de plein de choses, mais on veut surtout donner envie aux gens de voir du cinéma japonais. Je ne parle pas que de l'animation, parce que c'est très très bien, mais je parle aussi des films en live action. Voilà, qui sont tout aussi excellents en tout cas. D'ailleurs, je suis tellement piqué que j'ai réussi quand même à faire louper une séance au cinéma de Ran de Akira Kurosawa. De bon cher ami, Chut, ça commence quand même. Hein. C'est un drame. Ce podcast commence par un drame. Ah oui, non, là, c'est catastrophique. C'est une tragédie même, on peut dire. Hein. C'est une tragédie. Je pense que je ne m'en remettrai pas et que je vais devoir aller en thérapie pour ça. Oui, voilà. C'est à cause de moi. Je l'ai kidnappé pour qu'il vienne dans ce podcast et je lui ai fait abandonner littéralement toutes ses autres occupations, à savoir regarder Ran. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. On va parler de ton film préféré. Et avant de parler de ton film préféré, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas ? Eh ben, moi c'est Chut, ça commence. En tout cas, c'est le nom de mon compte Instagram sur lequel ça fait maintenant presque 4 ans, que ça va faire bientôt 4 ans que je parle de films. Alors au départ, j'étais avec un ami, on parlait de films à deux. Ami qui maintenant va qu'à d'autres occupations, toujours en très très bons termes. Mais il n'y a plus que moi maintenant qui tient cette page, et puis ça se voit en partie parce que maintenant on parle beaucoup de cinéma asiatique. Avant c'était plus global avant. C'était un peu plus varié. Alors on parlait tous les deux de cinéma asiatique, mais de manière moins régulière. On en avait de temps en temps, mais on épluchait un peu tous les continents, tous les pays. Moi j'ai dit tous les continents, mais il y en a certains qui sont plus faciles que d'autres, plus accessibles que d'autres. Et puis c'était un peu, si je peux dire, le début d'une cinéphilie un peu plus poussée qu'avant. C'est-à-dire qu'avant je regardais des films sans forcément me poser des questions. Et il y a eu un déclic à un moment où la densité des séances a augmenté, la cadence a augmenté, la curiosité aussi a grandi. Et puis voilà, de fil en aiguille, le projet de la page Instagram est né. Et puis, à force de regarder des films, forcément, on trouve un peu le cinéma qui nous intéresse le plus. Et c'est ce vers quoi on se dirige forcément davantage. Et comme il se trouve que sur la page on avait et c'est toujours le cas, on avait un peu cette volonté de parler de films qu'on aime. On voulait pas trop parler de films qu'on apprécie pas trop ou qu'on n'a pas aimé, enfin qui n'ont pas été un bon moment. Ce qui veut pas dire qu'on trouve que tous les films dont on parle sont des chefs-d'œuvre. On essaye d'être un peu objectif là-dessus, même si c'est un exercice pas évident. Mais tous les films dont on parle, on pense qu'ils sont intéressants à regarder au moins une fois. Voilà qui je suis. C'est un peu bizarre d'en parler comme ça parce que je dis on. Alors ça donne l'impression que on est plusieurs maintenant dans ma tête, ce qui est le cas. mais voilà, c'est un peu le petit résumé, petit historique.
petit résumé, mais qui est très intéressant et dont j'étais même pas au courant du contexte de base, hein, parce que déjà quasiment 4 ans quand même, hein, t'es un vieux de la Eh vieille oui. maintenant sur les réseaux. Hein, Eh oui. moi, je suis pas encore à ce stade-là. Je viens de fêter ma deuxième bougie, donc bon, on n'est pas encore Et à. déjà ce niveau-là, c'est dire la vitesse. Ça va. C'est vrai que de mon côté, ça va un peu vite. Je prends pas encore la pleine mesure des choses. Même si, je dois le dire, il mérite bien plus de reconnaissance pour ce qu'il fait. Parce que, mine de rien, je ne vois pas d'autres comptes spécialisés, on va dire, entre guillemets, sur le cinéma asiatique et sur les recommandations de ce territoire-là, enfin de ce continent-là, que ça soit du cinéma chinois, coréen et japonais. C'est ces trois-là principaux que tu parles. Oui, bah après derrière, bon, moi j'en connais d'autres aussi qui font du très bon contenu, mais souvent avec en plus ces cinémas-là, l'impression ou l'image qu'on peut en avoir des contes qui parlent de ce cinéma-là, c'est un côté à tort, plus ou moins à tort. Hein. Il y a certains, c'est le cas, mais d'une sorte d'élitisme de la cinéphilie ou quoi que ce soit. Parce que c'est forcément des films un peu moins connus, pas forcément accessibles. C'est dommage, alors je dis pas qu'il n'y a pas d'élitistes partout, mais je trouve ça dommage de restreindre en fait parfois de certains comptes sous prétexte que les films dont ils parlent sont majoritairement confidentiels. Et je parle pas que de moi là pour le coup, je parle vraiment de comptes en général. Voilà, pour d'autres genres. Voilà, c'est ça. Alors après, d'ailleurs, je peux comprendre hein, parfois parce que peut y avoir un côté un peu. Après, c'est le caractère des gens qui en parlent. Après, derrière, on n'accroche pas. Après, c'est pas pour autant que voilà, on n'accroche pas avec la personne que les recommandations sont pas bonnes. Ça, c'est le recul à avoir. C'est pas forcément évident. Moi, ça m'arrive parfois, des fois, de voir des recommandations et j'aime pas la plume, si je puis dire des recommandations, mais les films que je note sont de super films. Donc en fait, et puis la plume, moi, qui me convient pas, conviendra à d'autres. C'est toujours très subjectif tout ça. Voilà, c'est une question d'affinité hein, qu'on a Voilà, en fonction complètement. du matériel qui est en face de nous, qui est proposé. En tout cas, tu es dispo que sur Instagram. Hein. Tu n'as pas d'autres réseaux, pas de TikTok, pas de YouTube par exemple. Et non. Non. Que de l'écrit. Que de l'écrit. Que de l'écrit et quelques apparitions dans des podcasts par-ci par-là. Oui, c'est vrai, hein, un petit podcast que je connais pas trop, mais bon, je crois que t'apparais un petit peu un certain carton du cinéma, je crois. Je ne suis plus sûr. Ça fait un bout de temps maintenant. Il semble. Ça fait un bout de temps maintenant. Paraît. Il paraîtrait. Ça fait un bout de temps maintenant que t'es apparu. On te réinvitera, je pense, très bientôt, mais ça, c'est Love qui s'en occupe. Hein, Love, quand qu'on reparle de cinéma asiatique. Voilà. Un volume 2. Bref, c'était mon petit appel à la bouteille. Et aujourd'hui, tu es là pour parler de ton film préféré. Et je vais enfin te la poser, cette question. C'est quoi ton film préféré ? Et mon film préféré, c'est Tempura de Akiko Oku. Donc un film japonais qui est relativement récent. Il est sorti en 2020 au Japon, 2022 en France. Oui. Il y a toujours un peu de latence entre les sorties Japon et les sorties en France, surtout quand c'est pas des grandes cinéastes qui sont déjà connus. Quand ça va être de l'animation, souvent ça va relativement vite. Quand c'est des films avec des cinéastes moins connus, ça met un peu plus de temps. C'est moins connu, mais ce qui est très bien, c'est que, comme tu le dis, sorti en 2020 au Japon, 2021 en Corée du Sud et en 2022 en France. C'est les 3 seuls pays qui sont sortis. Donc quand même, la France, merci d'exister pour... Merci la France. Merci la France quand même. Merci la France pour ça. Merci la France pour nous donner des films asiatiques peu connus, on va dire, enfin, qui a une popularité beaucoup moindre quand même et qui on a pu avoir la chance de le voir au cinéma, en tout cas. Pour résumer un peu le film, en effet, comme tu l'as dit, Tempura, réalisé par Akiko Oku, bien évidemment, sorti en 2020 et nous raconte l'histoire de Mitsuko, donc qui a 31 ans et vit seule à Tokyo et chaque jour elle imagine une activité pour s'occuper, un défi pour sortir de sa bulle. Elle est en effet
très solitaire, peu sûre d'elle et légèrement décalée, on peut le dire. Sa seule amie est Nozumi, qui est aussi sa collègue de bureau, et quand elle est dans son minuscule appartement ou même quand elle est dans la rue, elle parle régulièrement à quelqu'un, à un certain A, un personnage imaginaire qui représente une autre partie un peu de sa personnalité. Ces dialogues sont très très souvent, et je pense que tu me contrediras pas, qui sont assez très animés, oscillant entre joie, colère et un peu de tristesse aussi de temps en temps, mais ça on va pas trop en dire. Et un jour, elle rencontre un jeune homme du nom de Tada, qui est lui aussi un peu timide comme elle, et un jour, elle va se décider que, après un petit rapprochement, de lui demander un peu maladroitement de cuisiner chez lui. Voilà, gros résumé, mais je veux quand même mettre les bases sur ce film. C'est très important de faire ce résumé. Est-ce que ça va? Le résumé n'en dit pas trop. C'est un bon résumé, qui en plus ne dit pas tout, parce qu'on a l'impression d'en avoir dit beaucoup, mais c'est même pas le premier quart du film. C'est même pas le vrai cœur du film, c'est pour vous dire. Et non. C'est pour vous dire un petit peu, parce que moi, la première chose que j'ai envie de dire avant de te poser les questions, c'est que Tempura est un peu un titre mensonger. C'est vrai, c'est le titre français, c'est le titre japonais et d'ailleurs même le titre anglais. C'est Hold Me Back. Le titre anglais, c'est Hold Me Back, qui est du coup, lui, beaucoup plus proche du titre original japonais, qui est Watashi o Kitomete, qui veut dire Stop Me, à peu près. Oui, retiens-moi. Voilà. C'est retiens-moi. Et oui, c'est un peu plus proche de ce que le film va nous raconter. Et contrairement au titre français qui pourrait laisser penser qu'on va regarder un film sur la cuisine, c'est pas forcément le cas. Alors la cuisine a un rôle très important dans le film, mais ce n'est pas un film sur la cuisine. Ça, j'y ai cru. Alors voilà. Avant, quand j'ai lu le résumé un peu, je me suis dit, mais ça va être un film de cuisine. Un film de cuisine, ça va être cool, on va développer une petite rom-com à travers la nourriture. Quand j'ai vu le film, autant vous dire que ce n'est même pas 15% du film. À peu près ça. Ce qu'on vient de vous dire, c'est même pas 15% de ce que réellement le film va nous proposer et va nous raconter. Et c'est ça qui est très fort. Et que là, même avec un très long résumé comme on vient de nous faire, là vous n'avez rien du film. C'est ça qui est trop bien. C'est que on pense que ça va être de la nourriture qui va être au cœur du sujet, mais ça tu vas en parler après parce que tu me dis que c'est très important. Mais on a plein de sujets différents. Voilà, c'est super. Mais on va en parler, ces différents sujets, petit à petit durant l'épisode, vous allez voir, ça va être très intéressant parce que le film, je spoil un petit peu, est ultra intéressant et très bien. Mais on va revenir un peu à toi. Première question, si tu as vu les différents épisodes, si tu as fait un peu tes devoirs, tu devrais la connaître. Comment déjà tu as vu le film pour la première fois? Et surtout, quelle en fut l'expérience vécue? Eh ben écoute, ça tombe bien parce que et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un de mes films, mon film préféré. Je dis mon film préféré, j'ai toujours du mal à faire un classement et à hiérarchiser les films que j'aime. Donc c'est pas impossible que je dise un de mes films préférés à un moment pendant le podcast. S'il y a toujours l'expérience, en fait, le contexte de visionnage qui a un impact souvent dans les films que j'aime beaucoup. Pour Tempura, ça n'a pas loupé. Le film a été très peu distribué, si mes souvenirs sont bons, lorsqu'il est sorti. Et donc à l'époque de sa sortie, il n'était pas diffusé dans ma ville. Et il s'est trouvé en fait que je passais à Toulouse un week-end ou en semaine, je ne me rappelle plus très bien, pour aller voir un concert de Martin Solveig. Ah oui! Et comme je suis arrivé un peu tôt sur Toulouse, je me suis dit, bon, quitte à aller à Toulouse, autant se promener et profiter un peu, découvrir un peu la ville. On est rapidement fait le tour, du moins le centre. Et je me suis dit, quel meilleur moyen pour découvrir une ville que de tester un de ses cinémas. Donc j'avais fait mes recherches un peu avant et j'avais vu un cinéma dont j'aimais beaucoup les photos, ce qui s'appelle l'American Cosmograph. Et j'ai vu qu'à l'affiche il y avait ce petit film japonais dont j'avais vu l'affiche parce que je regarde assez régulièrement les nouvelles sorties. L'affiche m'avait beaucoup plu, je la trouvais très intrigante, avec qui il en émanait une sorte de joie
qui m'a séduit. Et du coup, bah, je suis allé le voir en fait comme ça. C'est une après-midi avant un concert. Sous un coup de tête. Voilà, t'es parti. Sur un coup de tête. Et donc j'y vais, je m'installe. Et quand je ressors du visionnage, donc le film dure un peu plus de 2 heures, Oui, 2h10. 2h20, 2h10. 2h10. Et je ressors au bout de 2h10, je suis sur un petit nuage. Voilà. Directement, t'es sur un nuage. Tu te dis pas là, waouh, qu'est-ce Je me que dis je pas viens. dans l'immédiat, Pas dans je me dis pas l'immédiat. dans l'immédiat, je me dis pas dans l'immédiat, ça va devenir mon film favori ou un des films que je préférerais. Je me le dis pas tout de suite parce que je le reverrai après derrière en plus plusieurs fois. Autre anecdote, ce sera comment comment j'ai récupéré le DVD de ce film-là. Ah, Mais dans l'immédiat, en fait, juste, je suis sur mon petit nuage. Je pense même pas. À l'époque, j'ai pas de Letterboxd. Et puis on en est. Ça fait pas longtemps non plus que j'ai que la page Instagram existe. Ça fait même pas un an, je crois. Et non, dans l'immédiat, en fait, je suis juste sur mon petit nuage. J'ai adoré ma séance et je suis heureux, en fait. Je suis content. Puis c'est aussi simple que ça. C'est un film après derrière qui va me rester en tête pour plusieurs séquences longtemps. Et donc d'abord, je vais dire, il faut absolument que j'en parle de ce film-là. C'est trop dommage que les gens ne soient pas au courant qu'il y a ce genre de film-là qui est au cinéma en ce moment. Donc ça fera l'objet d'une recommandation, le film fera l'objet d'une recommandation sur la page. Et après, derrière, donc l'anecdote sur le DVD, c'est que quelques mois plus tard, il y aura, d'ailleurs, je vais découvrir un festival que je vais découvrir à ce moment-là, qui s'appelle les Saisons Anabi. Chaque année, c'est une sélection de 7 films en avant-première en France. Donc il y en a une semaine, il y a un film par soir, un nouveau film japonais par soir. Et je me donne le défi d'y aller tous les soirs, de faire les 7 films. Et puis un soir, j'arrive, je prends ma place, je me rappelle même plus du film que j'allais voir. Et en arrivant à la caisse, on me dit, on a des films, on a des DVD. Si vous voulez, si ça vous intéresse, on a des DVD. Je fais, bah, pourquoi pas? On me dit jamais non à un DVD. banco. Allons-y. Et je vois donc l'agente de caisse sortir un carton et du carton, je vois une pile de DVD Tempura. Voilà. Donc La coïncidence quand même. la coïncidence est assez énorme. Ça aurait pu être un film que j'avais déjà en plus en DVD, parce que je commençais déjà à en avoir quelques-uns. Et la coïncidence c'est très agréable. Tu l'as acheté du coup. Je l'ai pas acheté, vraiment, c'est un cadeau quoi. Ah, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Okay. C'est un cadeau. Putain, il est pas mal le cadeau. Hein. Pas mal le cadeau. Il est pas mal le cadeau. Et du coup, mal le cadeau. Du coup, tu l'as revu grâce au DVD qu'on t'a offert. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as compris de plus en plus pourquoi tu l'as adoré. Bah, je l'ai revu et je l'ai adoré comme si c'était la première fois que je le voyais. Et c'est là où je me suis dit, il y a un truc. Il y a un truc avec ce film-là. Parce qu'il y a des films parfois que je vois et je me dis, j'ai beaucoup aimé, mais une fois, j'ai pas besoin de plus. Et là, on est sur un film que je revois une fois par an. À chaque fois, il t'amène, il te fait planer. Là, voilà, c'est ça. Alors, à force de visionnage, on voit quelques défauts apparaître forcément. Donc c'est pour ça que j'aime bien espacer aussi les visionnages pour pouvoir un peu faire table rase des éventuels défauts que j'aurais vus et me laisser surprendre au visionnage suivant. Et oui, non, c'est comme ça. Là, depuis que j'ai le DVD, j'ai dû le voir 4 fois. C'est trop bien. C'est trop bien, en tout cas. C'est un peu le film feel good. Alors, j'ai pas envie de dire feel good parce qu'il n'est pas 100% feel good, mais c'est un film doudou. Ouais, voilà, pour toi, c'est ton film doudou. C'est un film doudou. C'est s'il y a un moment où un petit coup au moral ou quoi que ce soit, envie d'un film qui me réconforte, c'est le film que je vais donner. Si j'ai pas envie que je vais lancer. Si j'ai pas trop envie de réfléchir à un film ou quoi que ce soit à regarder, c'est vers celui-là que je me dirige. Il a un très 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 bon rapport de film doudou. Je suis très d'accord parce que du coup pour cet épisode du podcast, bien évidemment, j'ai dû voir ce film et en effet, il a un côté réconfortant, il a un côté chaleureux qui est indéniable par
rien que par l'actrice principale, enfin le personnage principal qui est très attachante et très réconfortante aussi un petit peu. J'ai beaucoup aimé ça. Et aussi, pour la petite anecdote, tu m'as fait découvrir un Nabi lors de notre premier appel. Et maintenant, je suis piqué à Nabi. Puisque, bon, on va faire la pub maintenant. Un Nabi, quand même, c'est un festival, comme tu le dis, mais pas que, puisqu'ils ont quand même aussi un site internet, bien évidemment, un Nabi, et une page aussi sur différents réseaux sociaux. Je pense qu'ils sont pas que sur Instagram, ils sont aussi, je pense, sur Non, autre part. ils ont un site web. Ils ont leur site web, bien évidemment. Ou, enfin, parce que je cherchais depuis quelques temps quand même à trouver des films asiatiques en format physique, en format DVD. C'est très compliqué à en trouver en France ou en Belgique. Et Anabi fut la solution. Fut le miracle qu'on n'attendait plus. Ce n'est pas si cher hein, qu'on pourrait croire. Enfin, c'est à peu près sur des prix neufs plutôt honnêtes quand même. On est sur du 20 €. Le DVD Blu-ray, c'est 25, je crois. Oui, même un peu moins. Ça peut être descendre à 10, 15 euros, alors Oui, suivant les offres de promotion qu'il peut y avoir. Mais je pense aussi que le fait, il coûte légèrement moins cher parce que c'est les formats fins, pas les oui, gros boîtiers très, très de important de le DVD, dire. donc possiblement que ça peut jouer sur le prix. Je suis pas expert, mais Très, très important de le préciser. En effet, oui, ce sont des boîtiers fins. Moi, j'adore les boîtiers fins maintenant. Je suis devenu un peu fan du boîtier fin. Je sais pas pourquoi. Je préfère. Et surtout, ce qui est très très bien avec Anabi, c'est qu'il y a plein de codes de réduction et des frais de port gratuits à partir de 30 € d'achat. Et ce qui est très fort aussi avec Anabi, c'est que vous avez des collections. Un peu comme le festival que tu viens d'expliquer, Anabi. Eux, ils ont des collections Anabi où il y a une sélection de 5-6 films pour, je sais plus, j'avais vu pour 30 ou à 40 €. Et 5 films que vous pouvez acheter. Et donc, du coup, avec la cote de réduction, bien évidemment, des frais de port gratuits, c'est quand même très rentable. Et dans l'une de ces collections, il y a le film Tempura qui est dedans, donc ça fait plaisir. Donc, merci quand même de m'avoir fait découvrir Anabi. Et je en profite pour dire allez voir sur Anabi si vous voulez trouver des films asiatiques, notamment alors il y a des réalisateurs très connus, hein, on a tous les films de Koreeda, on a quasiment tous les films de Kitano dedans, on a les films j'avais vu des Shunji Wai quand même un petit peu, on a des Satoshi Kon évidemment, on a bien évidemment les films de Akiko Ku bien évidemment, on a les films comment il s'appelle déjà? Celui qui fait The World of Tanako, par exemple, ou Confession. Tetsuya Nakashima, pardon, bien sûr. Voilà, je cite quelques réalisateurs. Vous allez trouver votre bonheur avec Anabi. Ce n'est pas une pub, mais je leur fais quand même la pub parce que merci, je suis devenu accro et j'ai déjà commandé. Voilà, j'ai pas attendu trop longtemps, j'ai commandé quelques petits DVD ou Blu-ray parce que j'ai enfin trouvé mon bonheur. Merci en tout cas avec pour un ça. peu de chance, je sais pas quand est-ce que l'épisode de podcast est censé sortir, mais vous pouvez toujours aller checker le site à ce moment-là. Peut-être qu'il y aura encore, là, à l'heure où on enregistre, il y a encore les promotions, peut-être, sait-on jamais. Il sort très très vite. Il va sortir dans 2 jours, le podcast. Donc, les promotions seront présentes. Elles seront présentes. Préparez vos cartes bleues. Préparez vos cartes bleues. Ça vaut le coup, en tout cas. C'était le moment opportun pour en parler, puisque tu en as parlé de Hanabi. Je me suis dit, c'était le moment où j'avais Et de c'est le même, placer. même au-delà du cinéma, après, c'est aussi, alors, moi, les suis beaucoup sur Insta, c'est ça s'appelle Anabi Community Mhm. sur Insta. Oui, Et il parle beaucoup de culture japonaise. Il n'y a pas que des posts orientés cinéma. C'est la culture, l'actualité, c'est voilà ce qui se passe au Japon. voilà, pour ceux Et en qui... plus de ça, bah après il y a les films et leur petit festival annuel de sélection avec des films. Alors je crois que tous les films et Tempura inclus sont distribués par Art House, si je dis pas de bêtises. Je sais pas. À vérifier. Je crois que c'est tous des films Art House à chaque fois. Dites-le nous en commentaire, d'ailleurs. Voilà. Du Ça, moins, c'est pour déjà Art confirmer. House qui est, c'est un distributeur, je crois. Oui, c'est un distributeur C'est le Arthouse. nom du distributeur. Mm. Et voilà. Donc voilà, dites-nous en commentaire hein, si on ne fait pas d'erreur, mais normalement, on ne devrait pas trop se tromper
dans tous les cas, mes On chers espère, on auditeurs. espère. On espère en tout cas. Voilà, c'était la petite parenthèse, Anabi, petite parenthèse de promotion, parce qu'il faut les saluer. Ça fait plaisir et ça fait aussi promouvoir un peu plus le cinéma asiatique et japonais. Mais du coup, ce que je veux revenir un petit peu à toi, à mes petites questions. Moi, je veux savoir, après avoir vu plusieurs fois le film, du coup, à chaque fois, il te réconforte. C'est un film doudou, comme tu l'as expliqué. Mais ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qui fait justement que ce film-là est ultra réconfortant chez toi? Qu'est-ce qu'il en fait justement ce film doudou, ce film où à chaque fois que tu regardes, tu planes et tu es trop content de le voir? C'est quoi son attrait, sa qualité principale? Je pense pour moi, c'est ce qu'il représente en fait. C'est très facile de s'identifier à l'héroïne. Tu le disais juste avant, c'est une héroïne très attachante et en même temps, tout ce qu'elle traverse, ce qu'elle vit, c'est des choses qui sont pas cantonnées au Japon. Ça va parler à tout le monde. Et encore plus à tous les introvertis et aux gens qui se parlent à eux-mêmes. Et ça, on le voit pas forcément, mais je pense qu'on est très nombreux, nombreuses à se parler à nous-mêmes quand on est tout seul. Et la solitude est un grand sujet de ce film, si ce n'est le sujet principal, même avant même la romance, parce que c'est d'abord une histoire de quelqu'un qui est seul et qui essaye justement de casser et de sortir un peu d'une routine ou d'une forme de confort où on est bien chez soi, etc. Mais qui a envie de tester des choses seul, en l'occurrence, à défaut de pouvoir le faire avec d'autres personnes. C'est exactement ça. C'est la vraie thématique du film, c'est celle-ci, c'est la solitude. Comment la supporter, mais aussi comment s'en sortir, comment s'en extirper de cette solitude, de ce confort-là, d'être seul avec ses pensées, avec son double, on va dire, sa deuxième personnalité, on va dire, ce fameux A, hein, on va l'appeler comme ça. Et mais aussi la peur de ne plus être seul. Enfin, Oui. Ah oui, c'est les deux. C'est il y les a les deux. deux en C'est ça même qui le rend temps. très intéressant aussi, c'est que elle est confrontée à un moment au fait elle rencontre le fameux Tada. Commence à naître une histoire d'amour, une petite romance qui est très timide. Les deux personnages sont très timides et maladroits, ce qui donne lieu à pas mal De scènes cocasses un petit peu de quand même. séquences très drôles. Oui, 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 c'est Et très marrant. ou même qu'on va pouvoir trouver gênant et en même temps on se dit oui mais en même temps c'est des trucs qu'on peut voir tous les jours en fait, qui peuvent nous arriver à nous aussi. C'est pas tiré par les cheveux, c'est pas ça paraît pas sorti de nulle part en fait. C'est tous les timides en fait vont se dire non c'est la vie en fait de tous les jours. Il y a du vécu. Je le ressens Voilà. complètement, puisque je vais un petit peu parler de ma vie, mais je reconnais complètement ce côté-là timide que quand tu es face à des relations, quand tu essaies de parler pour la première fois ou les premières étapes pour discuter avec des gens, ces côtés-là maladroits, c'est tellement bien retranscrit dans ce film. C'est incroyablement bien retranscrit, je trouve. Et ce qui fait que on s'y attache énormément à ces personnages, puisque on y croit. On y croit vraiment à ces personnages, puisque c'est réel un petit peu. Je suis presque sûr que la réalisatrice, Akiko Oku, c'est basé d'expériences réelles. Je suis presque persuadé à certains moments. Et c'est pas impossible, et après derrière, je vous dis pas de dire pas de bêtises, mais c'est de l'adaptation d'un roman. Oui, Euh, c'est adapté d'un roman, donc oui. c'est pas impossible que justement le roman lui ait beaucoup parlé aussi, et parce que alors de ce que j'avais lu, c'est l'adaptation d'un roman dont l'autrice avait déjà je cafouille. C'est l'adaptation d'un roman dont l'autrice avait déjà été dans une collaboration avec Akiko Oku avant, sur son film d'avant, qui s'appelle Tremble All You Want, qui n'a pas de titre français parce qu'il est jamais sorti en France, qui est peut-être un peu moins accessible, mais qui a des thématiques très
qui a beaucoup de thématiques en commun avec Tempora. Mhm. Sur le rapport à soi-même, la solitude et tout ce qu'on peut créer consciemment ou inconsciemment dans notre esprit pour, pour se sentir un peu mieux face au quotidien et à la routine. Ouais, c'est une thématique qui est présente, qui est quasi omniprésente dans le film, en tout cas de Tempura, ce côté-là de solitude qui est vraiment trop, trop bien représenté. Moi, j'aime beaucoup. Ça vient pas tout de suite, ce côté de solitude, parce que ce qui est très, très fort dans ce film, c'est qu'au début, dans un film très joyeux, très rom-com classique, très comique, mais au fur et à mesure du film, le film nous amène dans une direction qu'on ne s'y attend pas du tout. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a un peu, deux actes, si je puis dire, dans le film. Il y a le premier justement qui est très joyeux, où la solitude est déjà là, mais ne paraît pas être un poids, Mhm. pour le personnage. Et en fait, au fur et à mesure de ses expérimentations en solo, elle va se donner le défi de voyager seule, une première fois, au Japon, une deuxième fois en Italie. Et l'Italie est un peu le passage où le film prend un tournant un peu plus dramatique et où la solitude, là, on découvre en fait un peu sur ces deux voyages-là qu'elle fait seule, on découvre un peu l'envers du décor, si je puis dire, que malgré tout ce qu'elle essaye de faire, se sentir bien en étant seule, il y a quand même des choses derrière qu'elle enfouit et qui finissent par remonter tôt ou tard. Oui, oui, c'est ça. Ce voyage-là en Italie, c'est un peu le moment électrochoc. C'est là où déjà elle se confronte au monde euh, de manière générale. Elle retrouve son ami de la fac, qui est joué par Aya Hashimoto, qui est génial aussi dans le film, et qui va être le moment charnière du film où on va comprendre que sous cet aspect de solitude heureuse en façade, au plus profond, il y a un mal-être qui est installé. Et c'est là où le film rentre dans une nouvelle dimension, où on va être un peu plus dans le fond intérieur, dans le vrai sujet du film, sur cette solitude qui pèse en réalité, malgré sur cet aspect de façade qui est plutôt joyeuse. C'est ça. C'est vraiment alors le voyage en Italie est vraiment la bascule, Mhm. définitive, mais c'est déjà amorcé du coup, elle fait un voyage dans des, sources chaudes, heu, Oui. Mhm. juste avant justement, Mhm. le voyage en Italie et déjà là, commence à s'amorcer quelque chose sur le fait que, ça va pas en fait. Il y a des choses en fait qu'on voyait pas dès le début et c'est fait de manière très subtile, hem, sur, un tout petit élément qui va faire, qu'elle va s'emporter, qui en dit long aussi derrière, sur pas mal de choses. On n'explicitera jamais en fait la raison de pourquoi elle préfère être seule, ni, ni ce qui aurait pu lui arriver avant. C'est-à-dire qu'on le film, on rentre dans sa vie à un instant T, on en sortira à un instant T plus un, sans forcément expliciter ce qui se passe avant. Et ça, je trouve ça très intéressant en fait, parce que ça prouve qu'il n'y a pas besoin d'en savoir de tout savoir sur un personnage pour s'y attacher. Du moment qu'il est bien écrit et bien interprété, il n'y a pas besoin de plus. Exactement. T'as tout résumé, puisque en effet, on sent que ce personnage-là de Mitsuko a vécu des choses, mais on n'y s'y attardera pas. C'est ce qui présente en fait un petit peu sa vie, mais on va jamais dans l'explication pure. On ne nous explique pas, on n'a pas besoin d'expliquer, on nous le montre. Et puis, c'est à nous de comprendre, essayer de comprendre un peu son expérience de vie, même si on ne la connaîtra pas autant que elle, bien évidemment, puisque c'est sa propre vie. Et nous, on va essayer de comprendre un peu pourquoi elle est dans cette situation-là. Et comme tu le dis, le film est très... euh, n'est pas du tout rentre-dedans dans sa façon d'expliquer les choses. Il est beaucoup plus subtil dans sa manière de faire, et je trouve que c'est sa plus grande force du film. C'est sa subtilité dans la façon d'amorcer les choses, d'amener les choses,
de comment les choses sont racontées surtout, notamment à travers bien sûr le personnage de Mitsuko, bien sûr qu'on va suivre pendant tout le film, sa solitude, son anxiété, par rapport au monde extérieur, sa relation bien sûr avec, Tada. Tout ça est de façon assez subtilement expliqué jusqu'au point bien sûr de fin. Là, je veux pas trop en dévoiler parce que vraiment, il faut voir le film pour être vraiment pris dedans parce que quand on arrive à la fin, c'est génial, je trouve, où elle va confronter tout ça à travers différents éléments. Mais ça, je veux pas trop spoiler pour le coup parce que je veux vous laisser un peu la surprise parce que même moi, j'étais très agréablement surpris en le voyant. Et c'est ça pour moi, sa plus grande force. C'est sa simplicité, son minimalisme, mais tout est très clairement expliqué sans pour autant le dire. Et c'est ça qui est fort. Il y a que quelques occurrences en fait où on peut en savoir un peu plus sur le passé, pas sur l'état psy sur la psychologie du personnage, mais sur son passé, sur ce qu'elle faisait avant le moment où nous on la rencontre en tant que spectateur. Mhm. C'est quand elle discute, avec sa voix intérieure, donc avec le fameux A, et c'est pas elle qui donne les informations, c'est sa voix intérieure. C'est A qui donne, éventuellement quelques informations sur ce qu'elle pouvait être avant. Et après derrière forcément il y a ce voyage en Italie où elle retrouve une amie du passé, si je puis dire, qui elle a un mode de vie complètement opposé, au sien. J'ai pas envie de trop en dire, mais qui est complètement opposé donc à celui de Mitsuko. Donc, et je crois même d'ailleurs, je fais une parenthèse, je sais même pas si on a parlé de l'actrice, si Ah, on a évoqué le nom de l'actrice si, j'en ai parlé, j'en ai de parlé. Mitsuko. De Mitsuko. Non, de De Mitsuko Mitsuko. Renanonen, qui est plus connue sous son nom De Non. d'artiste, Non. Non. N-O-N. Bon, non, N-O-N, oui. mais ça se prononce non. Et voilà, en fait, c'est toujours subtil, comme on le disait juste avant. Après, j'ai pas trop envie d'en dire parce que c'est tentant de raconter tout le film, Oui, oui, mais oui. c'est pas le but. En fait, on se bouffe les doigts pour pas vous gâcher la surprise du film. Je Chaque trouve. bégaiement que vous entendez est un effort surhumain Ouais. Non, de notre côté pour le pour coup, retenir les informations et ne pas tout dévoiler. j'ai pas envie de faire un épisode avec des alertes spoilers. J'ai envie vraiment que cet épisode soit spoiler free parce que il mérite son visionnage. Vraiment, ce film. Donc je n'ai pas trop envie de dire, mais en tout cas, pour faire brièvement, pour parler un peu de la fin, elle est géniale. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. La fin est géniale. Les 20 dernières minutes sont incroyables. C'est l'accumulation de tout ce qu'on a vu avant dans le film. Et ça marche trop bien. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Je sais pas si toi, de ton côté, tu veux rajouter 2-3 points ou est-ce que c'est bon? Non, sur la fin, je pense en fait le meilleur moyen de le savoir, c'est de regarder le film. Oui, c'est une très bonne façon. Et non, et je pense qu'il y a pas besoin de plus de savoir plus que ce qu'on a dit sur la structure générale du film. C'est-à-dire qu'il y a ce premier acte très léger qui petit à petit en fait dévoile des éléments plus dramatiques, et ce deuxième acte dramatique qui s'ouvre après deux voyages successifs en solo. Mhm. Voilà. Et après, sur ce qui est du dénouement, vous savez ce que vous avez à faire pour le Voilà. savoir. Vous savez ce qu'il reste à faire. On va vous donner l'envie d'aller voir ce film, mais on vous donnera jamais la fin. Ça, c'est à vous de faire le dernier pas, en tout cas. En tout cas, moi, j'ai envie de te parler aussi un petit peu. Tu avais parlé du fait que le film, voilà, c'est ton film doudou, etc. Ça, on en a parlé. Mais aussi, tu me disais que ce n'est pas un film irréprochable, que tu vois un petit peu ses défauts. J'aimerais bien connaître un petit peu de ton côté quels seraient un petit peu ces différents petits points négatifs un petit peu que tu pourrais attirer un peu sur ce film. Bah, moi, je les prends pas comme des points négatifs, parce que comme je lui donne, c'est un film je mets en haut de podium. Je le vois pas comme un point négatif, mais je pense qu'éventuellement ça peut freiner. C'est pas sans être en lien avec sa structure qui passe avec sa structure qui est quand même très qui
qui est basé sur une rupture de ton, en fait, hein. C'est ce qu'on venait de dire, en fait, de passer de ce ton léger à quelque chose de beaucoup plus dramatique peut perturber, en sachant que la partie un peu plus légère dure un peu moins de la moitié du film, si je dis pas de bêtises. Donc la partie dramatique est plus longue. Oui, Et je pense que ce qui pourra être vu et gêner pas mal de personnes, c'est peut-être la longueur. c'est pas un film, en effet, qui a un rythme soutenu. C'est un peu la caractéristique presque, je dirais, des films japonais, c'est qu'ils ont à chaque fois un petit peu ce rythme plus lent, plus calme, plus posé, comparé Oui. à d'autres cinémas, que ça soit le cinéma européen ou bien évidemment le cinéma états-unien, ou voire même quand on prend ces comparses de Chine, par exemple, où c'est quand même un peu plus soutenu en termes de rythme, ou bien sûr l'Inde, autre pays d'Asie, où là, bon, le rythme, c'est presque de l'épilepsie, donc c'est un peu le monde à l'envers. Mais je pense que c'est surtout, voilà, ces caractéristiques d'un film asiatique, ou film japonais, en l'occurrence, d'un rythme plus posé. Donc si vous aimez ça, si vous aimez beaucoup les rythmes posés un peu plus calmes, le film rentre parfaitement dans cette case-là. Voilà, on est... Je pense que ce qui s'en rapproche le plus, qui pourra peut-être parler aux gens, c'est si c'était un manga, ça rentrerait dans ce qu'on appelle les slice of life. Oui. C'est des tranches de vie. Mhm. Et ça a le rythme d'une tranche de vie. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est aussi parlant pour nous, qu'on connaisse, qu'on ait déjà vu ou visité ou vécu au Japon ou pas. Il y a un côté universel en fait à ça. Il y a toute la culture, donc tout ce qui est en lien avec la culture du pays, effectivement, ça nous parlera moins. Mais euh, dans les grandes lignes des sujets, c'est quelque chose d'assez universel. Mhm. C'est exactement ça. Et c'est ça qui nous touche aussi dans ce film. C'est ça, c'est cet attrait très universel. Même si on est dans un cadre plus japonais, même si on part en Italie, etc., justement, il nous montre que ces différentes problématiques ne touchent pas que le Japon. Hein. Ce côté extrêmement timide, même si c'est une caractéristique qui est quand même très présente au Japon, parce que c'est comme ça que ça ne l'est pas ailleurs, à l'international. Et c'est ça qui est très intéressant et qui nous est très bien montré dans le film, en tout cas. Aussi, j'ai envie de parler un petit peu. On a parlé de cette thématique-là de la solitude, mais on n'a pas parlé aussi de l'autre thématique présente dans ce film et qui est très, très, très intéressante aussi, c'est le côté de la romance. Oui. Comment il est portrayé un petit peu dans le film. Est-ce que tu peux en parler un peu de cette romance-là? C'est une romance, c'est pas la romance qui s'étale. C'est pas le cliché de la romance auquel on peut avoir été habitué, nous, avec les films. Alors, j'ai pas forcément envie de dire en Europe, mais les grandes productions hollywoodiennes de romance. On n'est pas sur des romances du type les grands classiques qu'on connaît des États-Unis. On est très loin du romance type, je sais pas. Quand Harry rencontre Sally, on n'est pas non plus sur du Pretty Woman, on n'est pas sur les romances à la Titanic. On n'est pas, voilà. C'est c'est de les romances timides. Et c'est aussi c'est très japonais en fait. Ça fait partie de la culture ou de la façon d'être, de s'exprimer. Il y a très peu de films où en fait on voit des personnages japonais être très démonstratifs de leurs sentiments. Tout est très codifié, on a l'impression. Et c'est souvent un bon support en fait pour beaucoup de films en fait de critiquer ce côté très codifié où les gens en fait peuvent se retenir de dire des choses, de dire ce qu'ils pensent parce que c'est pas bien vu. Pour nous, c'est vrai qu'en France, ça peut paraître des ennemis-lumière parce que quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas ou un truc, on le dit. Mais on a plutôt cette réputation-là de il y a quelque chose qui va pas, on le dit, on râle beaucoup. Mais c'est pas trop le cas au Japon. Alors ça change, oui, ça change un peu, mais j'ai moi j'y suis jamais allé, mais pour le coup, tous les documentaires, tous les films que j'ai vus, j'ai
et qui se base sur le réel, parce que forcément, si on regarde des films historiques ou fantastiques japonais, c'est pas la même chose. Mais tout ce qui se base sur le réel, sur la société, il y a toujours ce côté retenu. Et Tempura n'échappe pas en fait à cette représentation-là. Nous, on voit ça surtout à travers les yeux de Mitsuko. Ça se ressent encore plus en fait avec les interactions qu'elle a avec son alter ego A dans sa tête, avec les discussions qu'elle a. Et ça se voit, même si c'est pas développé, ça se sent aussi du côté de Tada en fait. Même du côté de sa collègue qui n'a rien à voir, qui n'a rien à voir, en fait, qui est un peu l'opposé en termes de caractère euh, de Mitsuko. Elle est assez Il y a ce extravagante. côté voilà, elle est un peu plus extravagante, euh, un peu plus cliché, j'ai envie de dire, parce que en l'occurrence, ce personnage donc de la collègue un peu plus, revient quelques fois dans le film, notamment en raison de son intérêt amoureux, qui est un sacré personnage qu'on verra jamais, mais qui est On le voit de temps en temps, mais voilà, qui les est petites brides qu'on a, c'est... insupportable. Oh là là. Il est insupportable. Ah, c'est quelque chose, lui. Il est Hein. insupportable, mais il s'habille bien. Il a une présence. Il a une certaine présence. Personne peut le saquer, mais c'est quelqu'un qui a de l'assurance, qui est considéré comme étant relativement un beau gosse. Et donc cette collègue est absolument à fond sur lui. Et notre héroïne ne comprend pas forcément ce, cet amour un peu coup de foudre, si on veut. Et, et oui, même sur ce truc-là, on est très dans la retenue, dans la peur de décevoir l'autre. Donc, on fait en sorte que l'autre ne soit pas déçu, quitte à jouer un rôle. Ouais, exactement. Quitte à jouer un rôle. Et aussi, malgré, comme on l'a dit tout à l'heure, cet aspect de solitude. De ne plus avoir de solitude, mais en même temps, stressé à travers le fait d'être à nouveau seul, qui arrive. Il y a l'image en fait Mm. qu'on renvoie, qu'elle renvoie à la société. Mhm. C'est au Japon, il y a beaucoup de solitude. La solitude est quelque chose d'assez répandu, même si on essaye de pas trop le montrer. Et il y a tout un pan de cette solitude qui est mal vu, en particulier chez les femmes, à savoir que passé 30 ans, être célibataire, pour des Japonais, Japonaises avec une vision assez conservatrice de la société, c'est mal vu. C'est-à-dire Ah, c'est qu'il très faut être très mal vu. marié avant 30 ans et il faut s'occuper de la maison, s'occuper de son mari. Et là, le personnage de Mitsuko casse un peu en fait cette vision conservatrice parce que elle a pas nécessairement envie d'abandonner en fait une partie de sa solitude avec laquelle elle est relativement d'accord en fait et ça lui plaît en fait, ça lui permet de faire des choses. Mais il y a des moments où on lui fait remarquer ah quand est-ce que tu rencontres quelqu'un. Alors on n'a pas ça, il y a pas d'interaction familiale. Il n'y a pas de pression familiale, puisqu'on la Il voit n'y a pas. pas de la pression familiale qui peut apparaître dans d'autres œuvres, mais ça va être peut-être c'est très sous-entendu en fait. Il y a un côté très sous-entendu, c'est jamais forcément explicité. Ça va être tout dans l'expression de ce qu'elle pense, dans les expériences qu'elle va faire seule, notamment de franchir étape par étape des activités à faire seule parce que peur de la vision du regard ou de la vision des autres. Il y a une scène notamment quand elle va manger dans un restaurant seule, où malgré le ton relativement léger ou joyeux du film, il y a quelque chose qui se dégage de je suis pas forcément à l'aise avec ce que je suis en train de faire. Je le fais parce que j'ai besoin de le faire, j'ai besoin de franchir un cap, c'est une étape, mais je suis pas à l'aise avec le fait de faire cette activité. Si je m'étais pas forcé à le faire, je suis pas sûr que je l'aurais fait, quoi. Et ça, c'est jamais
explicité en fait, c'est juste avec des actions. Il y a un moment où en fait c'est un peu plus explicité, c'est à son retour en fait de voyage d'Italie où elle a une discussion avec sa supérieure hiérarchique et j'en dirai pas plus, mais il y a une espèce de déclic à ce moment-là, de dire que on s'en fout en fait de ce qu'en pensent les autres en fait, avance à Mhm. ton rythme. Avance à ton rythme et surtout, ne te crée pas une sorte de liste avec des avec des cases à cocher à tout prix, quoi. Tu vois, Bah, pour être bien vu dans la société presque. c'est ça, bah, surtout pour le coup là de ce truc de forcément devoir être marié ou couple, passé 30 ans quoi. Sur le reste, après derrière, c'est, un personnage qui, transpire l'émancipation de manière, assez générale, qui en plus de ça se bat avec ses propres démons. Mhm. C'est Des ça. démons qui sont plus ou moins, alimentés par, des attentes, sociales, et amplifié après derrière par toutes les pensées qui peuvent germer sur ces attentes-là et se voir décuplées. Mais voilà, on rentre dans une approche très philosophique qui là ne tient même plus qu'au Japon. Hein. C'est des choses qu'on peut très bien vivre aussi, Partout, aussi hein. chez nous. Mhm. Voilà. Comme on l'a dit, c'est universel. Les thématiques sont Voilà. très Et donc, non, universelles. sur le côté solitude, il y a vraiment et solitude romance, il y a vraiment ce truc-là de casser, de dire, ouais, mon personnage, il a plus de 30 ans, il est pas forcément, alors je crois hein, qu'elle a plus de 30 ans, ou du moins pas loin, Elle a 31. pas, voilà. Euh, T'es pas encore en couple, ou tu commences à avoir une petite romance, euh, on s'en fout. On s'en fout, en fait. C'est stupide, en fait, de dire qu'à 30 ans, t'es censé être en couple, casé, posé, etc. Tant que t'es bien avec toi-même. Et c'est même le principal, en fait, c'est d'être bien avec soi-même, avant même de commencer à envisager la vie avec quelqu'un d'autre. Faut avoir une certaine paix. Alors, je dis pas que cette paix ne peut pas être apportée en partie par quelqu'un d'autre, mais c'est bien d'être en paix avec soi-même. Et ça, je trouve, en fait, c'est ça que je trouve beau, c'est que malgré le fait que la solitude, au départ, paraisse quelque chose de tout à fait intégré dans sa vie, et au fur et à mesure, on voit qu'en fait, il y a quand même des points négatifs. Elle est jamais diabolisée, en fait, cette solitude. C'est jamais diabolisé. Et, et ça, je trouve ça très bien et très touchant. C'est très émouvant, surtout encore plus quand c'est quelque chose qui parle, qui nous parle, quoi. Donc voilà, sur un des points sur la romance qui est intéressant, et autre point aussi, bah, c'est que contrairement à beaucoup, alors c'est pas le cas entre les acteurs, mais dans le film, elle est plus âgée que lui, ce qui n'est pas quelque chose de très courant ni commun C'est vrai que c'est au assez Japon. rare. C'est très rare. Il y a un peu ce, et puis, enfin, je veux dire, là pour le coup, je dis au Japon, mais en vrai, ça pourrait s'appliquer aussi ailleurs. Hein. Il y a souvent ce côté de la femme doit être plus jeune que l'homme. Euh, Bah là, non. Je crois que dans le film, il est 5 ans plus jeune. Ouais, cinq Euh, six ans, je sais plus ouais, la à peu différence. près. À peu près, c'est ça. Et et pareil, en fait, je pense que là, pour le coup, c'est des subtilités que les Japonais verront plus, en fait. C'est une sensibilité que nous, on peut pas avoir parce qu'on ne vit pas là-bas. Donc, on n'est pas confronté à, à ces éléments de société. Mais on a des équivalents. Mhm. Donc, forcément, ça nous parle. Ça nous parle, oui, en effet. C'est vrai que c'est un excellent point que tu nous fais là sur tout l'aspect romance, mais aussi sociétal, un petit peu de la société, de comment on perçoit justement ces relations-là, le fait de ne pas être en relation après 30 ans, etc. C'est un gros point qui est très important. Et il y a un dernier point que je voulais parler aussi, c'est, tu me disais au tout début, on parle de solitude, on parle de relations, et pourtant, quand je vous fais le résumé, on parle de nourriture. On a l'impression que c'est un peu mensonger le titre, mais et toi, tu me dis que
la nourriture a quand même ce rôle très important. Est-ce que tu peux détailler un peu cette partie-là? Oui, la nourriture a un rôle très important. J'ai même envie de dire, c'est peut-être le troisième personnage le plus important de ce film. Mmh. Pour la simple et bonne raison que, le personnage principal aime beaucoup cuisiner, apprend à cuisiner, a cette volonté d'apprendre à cuisiner. Il y a, alors je j'ai pas le nom, du, de l'activité en tant que telle, mais il y a une des activités que fait Mitsuko, correspond en fait à recréer des plats, Mmh. en résine et c'est ça qui donne le nom, au film notamment. C'est la première scène du Donc film, c'est d'ailleurs. la première Mmh. scène du film où elle crée, un tempura non comestible. Voilà, c'est le nom du C'est le film. nom du film, ça vient de là, en fait. Ça vient de cette Et première ça scène vient où on et voit ça ça. vient de cette petite activité et il y a plusieurs choses après derrière. Ça va être d'aller faire ses courses pour préparer des plats. Je l'évoquais tout à l'heure, il y a ce cap à franchir d'aller au restaurant seul. Il y a, toute une partie en fait où on va la revoir au restaurant avec d'autres personnes. On a des séquences qui se passent dans le self, de son entreprise. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour aussi d'une vision un peu idéalisée que le Japon pourrait avoir de l'Italie avec ses produits alimentaires, son fromage, son limoncello, qui sont des, des choses qui reviennent pas mal. Alors oui, forcément pendant le voyage en Italie, mais surtout avant et après. C'est-à-dire qu'avant, elle reçoit des colis de la part de son ami en provenance d'Italie et c'est toujours de la bouffe. Euh, et en revenant, elle ramène aussi de la nourriture à ses collègues, à ses proches, son entourage, ses amis, ses collègues. Euh, c'est quelque chose de très culturel aussi au Japon, ça, c'est ce qu'on appelle les omiyage, donc les cadeaux souvenirs. On part en voyage, on ramène quelque chose. Et on ramène pas forcément quelque chose que à ses amis, en fait, ça inclut en fait les collègues de bureau. Et là, en l'occurrence, ce qu'elle va ramener, ça va être de la nourriture. Euh, et après, derrière, peut-être le plus évident pour dire, parce que là, on a l'impression de se dire, oui, tu nous as dit, c'est le troisième personnage du film. Là, on a juste l'impression que c'est des occurrences assez régulières, mais pas de quoi en faire un personnage. Bah, c'est tout simplement qu'en fait, sans la nourriture, il n'y aurait pas la romance. Parce que c'est la nourriture qui va rapprocher Mitsuko de Tada sur le plan un peu foireux sur le papier, de se dire que ils vont se voir régulièrement parce que elle cuisine pour Tada des tupperwares que lui vient chercher toutes les semaines. Après qu'il lui ait demandé est-ce que qu'il ait goûté une fois, je crois, un de ses plats et qui dit est-ce que tu pourrais cuisiner pour moi? Je crois que cette discussion-là a lieu. Non, c'est même pas. Il a même pas goûté ses plats. C'est cette discussion-là, elle a lieu juste à côté d'un vendeur de croquettes. Lui vient juste chercher son plat comme d'habitude. Elle sort des courses et va pour cuisiner. En fait, en lui disant ce qu'elle veut préparer, il demande. Donc il y a déjà on sait déjà que c'est un personnage, enfin qu'il y a une romance qui est en train de naître. On voit qu'ils sont attirés, etc. Et lui ne va rien trouver de mieux à demander que est-ce que tu peux cuisiner pour moi? C'est très très maladroit. Ah, C'est assez surprenant et moi je trouve ça très drôle en fait de se dire qu'en fait pourquoi pourquoi moi je vois le personnage et je me dis mais il se tire une balle dans le pied le pauvre. c'est très gênant quand tu vois ça. C'est très gênant et comme l'attirance est réciproque, bah, elle va accepter et en fait on rentre la romance grandit sur cette base-là, sur cette base de cet échange hebdomadaire où il vient récupérer ses tupperwares, ils discutent jusqu'au moment où elle va franchir un pas et dire bah viens manger chez moi. Et là il y a peut-être une des scènes que je préfère du film. Ah, Et j'allais y venir après. c'est cette scène en fait, bah, tout ce qui entoure un peu le repas, ou ce qui est légèrement avant, où elle est en discussion avec du coup son alter ego, le moment où Tada arrive et où l'alter ego du coup disparaît, et après tout ce qui s'enchaîne en fait, il y a plein de petits éléments, c'est assez, c'est Tout le repas,
Quand Le repos, même ce qui arrive avant, en fait, il ce qu'elle range, y a plein de petits trucs drôles. quand elle range Où, en fait, l'appartement, c'est quand très elle très range en drôle. catastrophe l'appartement parce qu'elle est hyper gênée de ce qu'elle a laissé traîner. En fait, c'est des choses qui me sont déjà, qui me sont déjà arrivées, qui peuvent être arrivées à plein de gens. Et en fait, tout sur ces petits éléments de gêne, de comment les deux qui se plaisent vont essayer de construire un lien, de dire ah machin, etc. Parce qu'ils ont peur de s'avouer ce qu'ils ressentent l'un l'autre. On n'a pas trop le côté de Tada, mais on sent que Mitsuko a pas envie j'ai pas envie de dire de perdre du temps, mais d'être blessé. Elle a pas envie de se sentir blessée, plutôt Voilà. ça. Peut-être la scène qui me plaît le plus, c'est tout petit. C'est vraiment le moment. Il y a un moment, donc il arrive et avant de servir à manger, elle allume une petite bougie sur la table. Petite bougie, je crois qu'il y a une espèce de petite statue de la liberté. Oui, Et quand elle allume cette petite bougie, il y a un bruit, on entend des petites voix dire oui avec des petits bruits de feu d'artifice, je crois. oui, il y a des Et petits je bruits, trouve que il y a des cette petits bruits de feu scène, d'artifice. voilà, et je trouve que cette scène représente à merveille l'atmosphère du film. Ce côté très créatif, très inventif, le petit côté fantaisiste. En fait, tout ce qui se passe dans sa tête, je trouve que dans cette scène, tout est dit. On comprend en fait un peu plus le personnage. Parce on se doute bien que ce qu'on voit à l'écran, c'est ce qu'elle voit quand elle imagine quand elle allume cette petite bougie. Bah, on est dans Et je son trouve cette univers. scène, On est dans voilà, son on est univers dans son complet. univers. Alors, il y a une autre scène aussi. Moi, j'aime beaucoup cette scène-là, mais il y a une autre scène qui est absolument incroyable, c'est quand elle est dans l'avion. J'ai pas envie. Bon, après, ça va pas être du spoil parce que c'est littéralement l'affiche du film. Oui, c'est l'affiche du film, c'est Où, celle avec les ballons. voilà, elle aime pas trop l'avion, disons, et chaque vol est compliqué. Et il y a une scène avec des ballons dans un avion qui sort de nulle part et que je trouve rafraîchissante. Il y a un côté réconfortant, absurde, poétique. C'est un mélange de toutes ces choses-là. Est-ce que c'est pas un peu justement la scène qui te fait le plus transporter, qui te fait un peu le plus léviter, justement? C'est pas un peu cette scène-là qui représente un peu le mood général du film que tu ressens à chaque fois quand tu le vois? Oui, il y a un peu ça, je pense. Mmh. Il y a un petit peu de ça. Alors après, derrière, en fait, il y a vraiment deux moods. C'est-à-dire que plus je le revois, plus j'ai ce mood de légèreté, légèrement, j'ai pas, le terme, c'est pas nostalgique, mais légèrement triste. Parce que on le sent Mélancolique. pas trop. Mélancolique. Légèrement mélancolique. Surtout le premier acte, tout le premier arc. Le deuxième acte est beaucoup plus désagréable. C'est-à-dire qu'il vient toucher à autre chose, quelque chose ok, là on vous a montré en gros plein de choses qui vous parlent déjà, là on va continuer à vous montrer des choses qui vous parlent, mais on va appuyer peut-être un peu là où ça fait mal. Et c'est là aussi à ce moment-là où je pense qu'il peut se produire cette bascule de ah le film est un peu long, parce que comme en fait on n'est plus dans ce rapport de vraiment ah le film est sympa et tout, c'est inventif, c'est créatif, c'est joyeux, c'est lumineux. Là on bascule dans quelque chose de beaucoup plus sombre. D'ailleurs, ça se voit dans toute la mise en scène. Hein. C'est en général ces passages-là, la luminosité, l'éclairage change complètement. D'accord. Le temps aussi change beaucoup. Et je trouve ça vraiment très bien. En fait, la mise en scène est hyper intéressante à analyser. Je suis pas metteur en scène, j'ai pas fait d'études en cinéma, donc je suis pas capable de le faire correctement. Oh, t'inquiète pas, Mais- hein, ici on n'a pas fait d'études de cinéma. Hein. Ici, on voit avec nos propres yeux ce que le film nous propose. Et oui, en effet, le film a vraiment deux facettes très différentes dans le film. Un côté très lumineux au début, jusqu'au voyage en Italie. Par la suite, les scènes vont être beaucoup plus sombres, le temps va être beaucoup plus maussade, va être beaucoup plus froid, terne. Sa colorimétrie est beaucoup plus froid, terne, et ça se voit directement dans l'appartement. Je peux pas trop en dire parce que c'est ma scène préférée. C'est toute la scène de discussion avec A vers la fin du film. Mais ça, je ne peux pas trop en dire. Oui. Il y a une scène avec Dans l'appartement, justement, avant avant que Tada arrive, je crois, c'est ça. Mais je veux pas trop en dire. C'est la scène qui représente le mieux un petit peu ce shift,
ce basculement complet dans le film. Ouais. Et il est montré parfaitement dans l'appartement avec ses différents aspects, que ça soit dans la lumière, dans la façon d'éclairer les choses, Il y a dans... une grosse chute de température à ce moment-là, Ah oui. si on peut dire. Ah bah oui, oui, oui. Il y a une T'as grosse trouvé le chute mot. de température. Et d'ailleurs, bah, c'est bien que tu reparles un peu de ça, parce que je trouve aussi le personnage fictif du coup de A et ses interactions avec Mitsuko, donc en fait les interactions de Mitsuko avec elle-même. Je pense que c'est les interactions qui me plaisent le plus dans le film, même avant la romance. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois où cette relation d'elle à elle-même brille à la fois par les dialogues qu'elle peut avoir, mais aussi par les silences. Et je trouve qu'il y a des moments qui sont déchirants. Il y en a un avec des glaçons, notamment, Ah oui, euh, oui, oui. qui, Mhm. qui vous fend le cœur et qui, en fait, vous aviez encore un peu cette espèce de petite lueur de joie du début, anéantie. Il n'y a Écrasé, plus de joie à ce moment-là. aplati, à partir de ce moment-là, Il n'y a aplati, plus détruit, rien, broyé. broyé. Voilà, c'est fini. Au revoir. Et c'est aussi une scène que j'aime beaucoup. Euh, et après, en fait, c'est pas totalement sombre. Il y a deux, trois moments où en fait on revoit la lumière réapparaître de temps en temps, de la même manière qu'on voyait l'obscurité apparaître de temps en temps au début. Donc il y a vraiment un shift en fait. Le voyage en Italie est un shift complet. Ah oui, Euh, oui, oui. Et j'ai même envie d'en dire le voyage en Italie et le voyage au Japon avant, parce qu'il y a déjà quelque chose quand même qui se déclenche avec le voyage qui est fait seul, notamment avec une scène de stand-up dans Ah, l'auberge, oui, c'est là où on commence vraiment à comprendre. qui en fait montre une facette de Mitsuko qu'on n'avait pas vue encore. C'est sa facette en colère, sa facette blessée, des choses qu'elle peut pas garder en fait, qu'elle a envie d'extérioriser, qui l'insupporte et qui la touche directement. Et je pense vraiment même la bascule en fait commence déjà là. Et si on n'était pas sûr, après derrière le voyage en Italie le fait définitivement, parce que en fait là on sent vraiment que jusqu'à présent on faisait des activités ok toute seule, bon ok je le fais seul mais encore ça va. Voyager seul c'est vraiment le grand saut quoi. Et oui c'est la bascule entre les deux. C'est une bascule, oui, qui est complète et fallait qu'on en parle, bien sûr, qui est génial en tout cas. Par contre, ce que j'ai envie de parler aussi un petit peu, c'est de parler un peu de la réalisatrice, Akiko Oku, quand Oui, même. oui, bah oui. J'imagine que c'était la première fois que tu étais initié à sa réalisation dans Tempura. Tout à fait. Est-ce que par la suite, tu as vu d'autres de ses films? Et est-ce qu'on retrouve justement cette patte-là de Akiko Oku? Je sais que tu nous avais parlé un tout petit peu rapidement de Tremble All You Want, donc son Oui. film juste avant, son film qui est sorti en 2017. C'était pas son dernier, c'était pas son film d'avant, c'était le film encore avant. Il y a eu Sweet Grandpa Reminds juste avant Tempura. Est-ce que justement Akiko Oku fait partie de ces excellentes surprises? Je parle plus dans toute sa filmographie. Tu retrouves un peu ces thématiques-là qu'il y a dans Tempura. C'est compliqué parce que j'ai pas vu toute sa filmographie, Mhm. parce que malheureusement, il y a beaucoup de ses films qui sont difficilement trouvables. Je sais même plus comment j'avais réussi à voir Tremble All You Want, parce qu'il est malheureusement pas disponible en VOD. Ah, c'est compliqué, hein. C'est le problème Mais des films japonais, malheureusement. voilà, Voilà. les thématiques et l'histoire de Tremble All You Want a beaucoup en commun avec celle de Tempura. Sur ce rapport à soi-même, à son imagination, à la solitude aussi un peu. Tremble All You Want est aussi une romance, mais je la trouve plus difficile d'accès. C'est-à-dire que c'est pas le film que je recommanderais, quand j'en ai vu que deux, hein, à choisir, regardez Tempura. Il est plus Et après, accessible. Il essayer est de plus donner éventuellement accessible. sa chance. Mm. Ouais, Tempura est beaucoup plus accessible, je trouve. Tremble All You Want est un peu plus âpre, parce que plus expérimental. En gros, le côté expérimental qu'on peut voir dans Tempura reste relativement
abordable, même pour des personnes qui aiment pas trop en fait quand la mise en scène ou le cinéma plus largement en fait se permet de jouer un peu avec ses règles. Mhm. Tremble Hollywood en fait c'est encore plus excentrique dans sa mise en scène et dans ce qu'il raconte, dans sa façon de raconter les choses. C'est-à-dire qu'il y a plus d'effets, ça paraît plus flou, plus fouillis. C'est difficile de tout saisir, surtout qu'en plus, je l'avais vu sous-titré anglais, donc je vous raconte pas l'effort pour essayer alors déjà, parfois il suffit qu'il parle très vite, alors quand les sous-titres en anglais défilent très très vite, euh, faut s'accrocher. Je suis sûr que si je le voyais avec des sous-titres français, il y a des subtilités que j'ai pas vues au premier, qui pourraient potentiellement me faire dire, ah en fait si, évidemment. Euh, donc c'est un film très sympa qui parle d'ammonite. D'ammonite. Oui, c'est l'élément de référence dans le film. Je pense que si le film avait un titre français, il y a de grandes chances que le mot ammonite soit dedans. C'est le Euh, tempura version... voilà. voilà, mais C'est version fossile. mais version fossile, exactement. Voilà, Intéressant. donc non, c'est un film un peu plus âpre, un peu moins, oui, un peu moins accessible. Je pense que le terme accessible est vraiment Voilà. le plus adéquat. Et après, en revanche, Ah, pour l'instant, il n'y en a que deux. Mais son prochain film, qui sort l'année prochaine, qui est déjà sorti déjà au Japon cette année, et qui sortira en France l'année prochaine, qui s'appelle Sous le ciel de Kyoto. Alors j'ai plus la date exacte de sortie de ce film-là, mais il sort l'année prochaine en France et surtout, étant donné que c'est une des dernières acquisitions on en parlait juste avant de la société de distribution Art House, il y a de grandes chances que la prochaine édition des saisons Anabi parce que j'ai pas regardé si le programme était sorti, mais il y a de grandes chances qu'il fasse partie de la prochaine sélection. Et petite parenthèse rapide, mais si c'est le cas, si les dernières acquisitions de Art House sont effectivement les prochains films de la prochaine édition des saisons Anabi, elle aura l'occasion du coup donc on pourra retrouver Akiko Oko avec son prochain film, aux côtés de deux autres réalisatrices japonaises qu'on n'a jamais vues a priori, une certaine Yuho Ishibashi et une certaine Mipo O. Et après, en plus de ça, on aura aussi le prochain Koji Fukada et le prochain Takashi Miike. Rien que ça. ça donne envie, là. Donc Là, il y a ça du beau laisse truc, là. présager que du bon pour cette prochaine sélection. Mais voilà, si vous n'avez pas l'occasion de voir Tempura d'ici là, qui est disponible en VOD Ouais. actuellement, donc sur les sites, moi je sais que je regarde la VOD, les trois quarts de la VOD que je regarde, c'est sur Univers Ciné. Je sais qu'il est disponible dessus. Sinon, vous pouvez toujours acheter le DVD, c'est très bien. Bah oui, achetez-le sur Euh, Anabi, justement. Il y a des codes de réduction qui sont là, moins 20% sur le film. N'hésitez surtout pas. Ce n'est pas sponsorisé, on le rappelle. Ce n'est pas sponsorisé, Mais si Anabi, mais on prend l'échec. nous écoute, je peux vous assurer que on vous fait de belles pubs et si vous voulez me sponsoriser, moi je le fais tous les jours. Je le fais tous les jours, Anabi. J'adore ce que vous faites. Voilà, sachez que vous pourrez découvrir la réalisatrice avec son prochain film l'année prochaine. Voilà. Et oui. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on parle d'une réalisatrice japonaise. Oui, Et quand même, les réalisatrices sont quand même encore moins au Japon que même en Europe, par exemple, ou en France, sont encore moins reconnus que partout ailleurs. Tu vois, les réalisatrices japonaises, quand même, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup, beaucoup. non, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on en voit pour qui s'intéresse au cinéma japonais un peu plus qu'avant. C'est-à-dire que, bon, si on regarde un peu dans le passé, c'est difficile de trouver des grands noms de réalisatrices au même titre qu'un Yasuhiro Ozu, Akira Kurosawa. Euh, il y en a pas beaucoup. Alors, moi, il y en a un qui est Kinuko Tanaka, qui était d'abord connue comme actrice, souvent malheureusement réduite à actrice de Mizoguchi,
du réalisateur. Mhm. Donc une grande actrice en fait de l'époque de l'âge d'or du cinéma japonais qui est passée derrière la caméra pour 6 films, 5 en noir et blanc et un seul en couleur. Et c'est peut-être le seul nom de réalisatrice de cette époque-là. Donc ces films sont sortis dans les années 50, début d'années 60. Mais c'est la seule réalisatrice que j'ai en tête. J'ai pas d'autres noms de cette époque-là de réalisatrices connues. Il y a surtout un gros trou, quoi, un gros vide, hein, Et entre après, il y a un gros les... Il vide y a un parce gros vide, hein. que ouais, effectivement, parce qu'après dans le- dans les réalisatrices très connues qu'il y a ensuite, peut-être on a un nom qui commence à un peu arriver du côté de l'animation. Donc, on n'est pas sur du live action, qui est Naoko Yamada, Mhm. euh, qui a fait le film A Silent Voice. A Silent Voice. Mhm. Et après, peut-être le nom qui nous est parvenu, en tout cas, depuis, ça fait peut-être Naomi Kawase, qui faisait déjà du cinéma depuis bien longtemps, avant qu'on Oui, commence à oui. Mm. commence à mettre un visage sur le nom. Il commence à y avoir une renommée avec Naomi Kawase, mais... Oui, oui, oui. Et après, malheureusement, le truc aussi, c'est après, c'est sur les films en fait du Japon qui nous parviennent. Euh, c'est beaucoup de réalisateurs. Il y en a des très bons. Ah bah oui. Mais il faut faire attention, quoi. Faut être attentif pour voir quand il y a des réalisatrices qui arrivent. Alors dernièrement, ces dernières années, on a quand même eu la réalisatrice qui est Ayakawa, qui est arrivée avec son film Plan 75 et dernièrement avec Renoir. Mais pareil, en fait, c'est pas des films qui sont beaucoup mis en avant, je trouve. Alors heureusement, on a toujours des plateformes comme Arte. La France. Merci, merci Arte. Et merci aussi la France, hein, quand même, qui ramène pas mal de ces films-là, quand même, hein. Il y a quand même donc Arte qui a diffusé gratuitement Plan 75 pendant plusieurs mois cet été. Je suis pas sûr qu'il soit encore disponible. Je crois que si, il est encore disponible. Je crois qu'il est encore disponible. On va aller vérifier ça tout de suite. Ça, on prend notre temps. Plan 75. Non, il y est plus. Ouais, c'est bien ce qui me Il semblait. y est plus, malheureusement. C'est trop, Il c'est y est trop tard. plus, et puis là, pour le coup, je peux pas vous dire d'essayer de vous rattraper en salle parce que je pense que Renoir n'est plus non plus en salle. Ah, c'est fini, je crois. Renoir Mais ouais, non, je pense que c'est trop tard. peut-être dans certaines salles parisiennes éventuellement, mais en dehors de Paris, c'est sûr qu'il y sera plus, Ah quoi. oui, non. En dehors de Paris, vous n'avez plus, hein. C'est quasiment sûr. Et donc après, si vous pouvez Et toujours voilà. aller voir Plan 75 en streaming en VOD, quoi. Oui, il est disponible. Il est en VOD de toute façon sur Arte. Plan 75. Donc Voilà. voilà, ne vous inquiétez pas. Il est présent dans tous les cas. Mais oui, il fallait quand même aussi, tu m'as introduit aussi un petit peu sur cet aspect-là de réalisatrice. Parce que je m'y intéresse de plus en plus sur les réalisatrices asiatiques. Et si vous voulez avoir une liste de films justement réalisés par des femmes en Asie et surtout au Japon, allez sur le letterbox de Chut, ça commence, qui s'écrit tout comme pareil, et vous avez une liste dessus qui est géniale où il est répertorié enfin, il y a une partie de films répertoriés avec que des réalisatrices. Et je vous encourage parce qu'il y a des petites pépites, dont notamment Tempura, bien sûr, dans cette liste. Hein, vous en doutez. Beaucoup de films du coup dans cette liste non exhaustive, bien évidemment. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup de films qui vont sortir qui sont pas encore dedans. Il y a des films dont j'ai jamais entendu parler qui ne sont pas encore dedans. Donc c'est une porte d'entrée, on va dire. Une petite porte d'entrée pour essayer de. Et le problème aussi de la liste, c'est qu'il doit y avoir pas mal de films aussi qui sont pas forcément très faciles à trouver. Malheureusement. Ouais, voilà. Malheureusement, c'est ça, c'est le problème, comme on dit depuis le début de cet épisode, c'est très compliqué de trouver ces films-là. Voilà, parce que la distribution y est ultra limitée, sauf qu'on est en France et du coup, on est un peu chanceux parce qu'en dehors de la France, ce n'est pas possible de trouver ces films. C'est assez hallucinant, à part si vous êtes japonais ou coréen à la limite. C'est les seuls pays à laquelle ces films-là sont distribués. Alors si je crois qu'il y a donc à part les films en VOD, je crois qu'il y en a un dans la liste de ceux que je recommande, enfin qui sont dans la liste, qui est de la réalisatrice Hikari, qui s'appelle 37 secondes et qui est sur Netflix.
ou du moins qui a été sur Netflix. 37 secondes, Euh, génial comme film d'ailleurs. Il faut, que je n'ai pas vu parce que j'ai plus Netflix. Ah oui, 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 on en Mais avait il me discuté. semble qu'il est sur Netflix. Oui, oui, il est sur Donc Netflix. vous pouvez. Il est sur Netflix, vous pouvez regarder. C'est la porte d'ouverture. Voilà. Netflix, tout le monde là, je connais mes auditeurs. Vous avez Netflix. Très bien. Si vous voulez commencer un film japonais disponible légalement, bien évidemment, en streaming, 37 secondes de Ikari, qui, d'ailleurs, petite actualité, son prochain film est avec Brendan Fraser, que j'ai très très hâte de voir ce film qui est déjà dans ma watchlist, c'est Rental Family, avec Brendan Fraser qui sort début janvier au cinéma, où on va suivre justement un acteur américain, donc Brendan Fraser, qui va travailler Dans une agence de location de proches. de Il y a un proches. sujet qui nous parlera pas du tout. Je pense que des personnes qui ne sont pas un peu familiers de la culture japonaise ou du fonctionnement de certains aspects de la société japonaise, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, c'est tout simplement une agence qui propose à des gens dans le besoin, en détresse, de se louer une petite amie, un père, une mère, un frère, une sœur, des amis, pour guérir, si on peut dire. Pour se sentir mieux. Voilà. C'est quelque chose qui parle peut-être parce qu'il y a eu, c'est un sujet qu'on voit souvent dans qui est assez récurrent, peut-être dans les animés, dans les séries. C'est pas rare qu'on en entende parler. Surtout dans la version Rental Girlfriend, plutôt dans le fait d'avoir Oui, surtout dans cet animé-là. Mais là, pour le coup, voilà. ouais, voilà. Surtout Dans le fait cet d'avoir une animé-là. petite amie à louer, par exemple. C'est un Voilà, peu c'est plus surtout, connu. voilà, quand on entend parler, c'est souvent pour louer un petit ami ou une petite amie. Voilà. Pour ceux qui suivent un peu le YouTube franco-japonais et qui connaissent par exemple, je sais pas, la scène de Louis San, il en a parlé dans des vidéos où justement il faisait l'expérience entre guillemets de louer une petite amie. C'est particulier. Je pense que c'est quelque chose que nous, en tant qu'occidental, on ne comprendra pas. Ah, complètement. c'est typiquement Mais je japonais pour le pense que coup, là. potentiellement un film comme Hikari peut venir apporter de la nuance sur cette vision qu'on a de l'allocation uniquement souvent sous le prisme du couple, nous. Mhm. Et là, qui, a priori, de ce que j'en ai vu, va pas parler que du couple, mais aussi de relations familiales. Ah oui, 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 Donc rien que le titre suppose que ça va être aux alentours de la famille. Hein. voilà. Ce sera la famille et des échos que j'entends, et c'est des échos de gens qui ont déjà vu puisque c'était déjà sorti enfin C'est une production américaine. c'est une production si je dis américaine. pas de bêtises, ouais. Il a fait le tour de plein de festivals. Il est déjà sorti du coup au Canada, aux États-Unis. Non, il va sortir au Canada, aux États-Unis. Il a déjà été au festival, pardon, du Canada à Toronto, au TIFF, et il a fait aussi d'autres festivals un petit peu par-ci par-là. Et de ce que j'entends, des retours que j'ai, ça semble être un très 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 bon film. Donc hâte de le voir en tout cas. Notez-le sur votre agenda. Rental Family qui sort en 2026, début 2026. Ça doit être, je regarde la date, 4 février 2026. Voilà, c'est dans pas très longtemps. Donc là, en début d'année 2026, il y aura plusieurs possibilités de découvrir les noms de réalisatrices et le travail de réalisatrices japonaises. Mhm. Donc avec le film dont on vient de parler, le prochain film d'Akiko Oku et les deux autres réalisatrices, les deux autres films de réalisatrices qui sont a priori, qui sont en tout cas programmés pour sortir en France d'après la société de distribution Arthouse et qui sortiront probablement en avant-première en début d'année avec la prochaine édition des saisons Anami. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Voilà, découvrez Vous un petit n'avez peu. plus d'excuses. Voilà, vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez découvrir maintenant en toute sécurité et avec grande impatience justement ces films-là. Moi, j'ai hâte. En tout cas, je l'ai déjà mis dans ma watchlist et ce sera vu très, très rapidement. Voilà, c'est la parenthèse fermée, mais il fallait qu'on en parle un petit peu des réalisatrices japonaises qui méritent, hein, notamment Akiko Oku quand même, qui nous fait quand même un exceptionnel film, Tempura. Et je trouve aussi qu'il y a cet aspect, justement,
on a justement une atmosphère plus différente. Vu que c'est réalisé par une femme, on a un point de vue plus différent avec justement un personnage qui est peut-être écrit vraiment comme ce qu'une femme ressent réellement. On est moins dans un archétype masculin qui écrit un personnage féminin. Là, on est vraiment sur une femme qui écrit un personnage féminin, d'autant plus japonais. Donc, j'ai pas l'habitude de voir ça. Et dans les films japonais, justement, avec les réalisateurs masculins, c'est rare un petit peu de voir des personnages féminins très bien développés, on peut le dire. Un peu plus mis de façon secondaire. Alors, il y a bien sûr des très grandes exceptions, mais... Il y a de bonnes exceptions, notamment dans des réalisateurs récents, mais c'est vrai que souvent, quand on pense cinéma japonais, oui, dans les bonnes exceptions récentes, et encore, les personnages féminins sont pas forcément centraux. Je pense, dans les exceptions récentes, on peut citer la série Makanai dans la cuisine des Maiko de Hirokazu Koreeda, dans laquelle joue du coup le personnage Hashimoto. Satsuki. Non, c'est Hashimoto, oui. Si, Hashimoto. Je me suis pas trompé. Qui joue dedans, qui est donc réalisé par un homme que je trouve d'une très belle sensibilité, qui est une série doudou aussi, pour le coup. Ah oui. C'était un plaisir de regarder au compte-gouttes. Pas de binge-watching, s'il vous plaît, sur cette série-là. Pas de binge-watching, s'il vous plaît, en effet. Regardez un épisode par soir. Prenez le temps, en fait. Appréciez. C'est une série qui prend son temps. Donc déjà, c'est pas fait pour se faire binge-watcher. Il n'y a pas de cliffhanger, donc c'est pas la peine d'enchaîner avec l'épisode suivant. C'est une série qui prend son temps, je veux pas rentrer dans le truc, mais qui présente en gros, qui casse l'image que nous, en tant qu'occidental, on peut avoir de ce qu'est de ce que sont les geishas, de ce qu'elles représentent, et qui réhabilite un peu l'image abîmée des geishas qu'on a pu avoir, qui a été abîmée en partie aussi parce qu'elles sont devenues au Japon à une époque. Alors j'ai plus l'époque, mais c'est pas l'ère d'eau, peut-être. Je sais plus si c'est exactement celle-là. Mais en gros, il y a un moment, à partir du moment où les geishas deviennent associés à la prostitution, ce qui à la base n'était pas le cas et ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Ça a changé, bien sûr. Voilà, on est plus sur une manière de vivre et des performances artistiques, que ce soit de la danse, de la musique. Il y a ce côté de tenir compagnie, mais sans dimension sexuelle ou quoi que ce soit, quoi. Il n'y a rien de tout ça, quoi, derrière. Et cette série parle très bien de ça pour ça. Petite recommandation, en plus c'est diffusé sur Netflix. Voilà. Et c'est sur Netflix. Voilà. Sur Netflix, mais c'est vrai que, à part quelques réalisateurs récents, souvent quand on parle cinéma japonais, donc je reviens après cette parenthèse un peu longue, je reviens sur ce que je disais, c'est que souvent on pense au cinéma japonais, on voit les grands films, les Shambhala, ces grands films de sabre dans lesquels les personnages féminins, bon voilà, c'est juste des femmes au foyer. C'est le personnage à sauver, un peu fragile. Alors il y a quelques exceptions, mais c'est rare. On n'a pas souvent de personnages féminins déjà centrales dans ces vieux films-là. À part du coup les films de la réalisatrice Kimiyo Tanaka, pour qui c'est que des personnages féminins au centre. Mais toujours, c'est toujours des personnages féminins qui n'existent majoritairement donc dans les autres films que parce que c'est un intérêt l'intérêt du personnage masculin principal, ou c'est un personnage à sauver, ou c'est un personnage dans le besoin, dans la détresse, ou ce que tu veux, tout ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'en fait, avoir des personnages donc féminins développés par des réalisatrices, ça permet d'avoir une autre vision de ces personnages-là dans le cinéma japonais. Parce que bon, je vais revenir encore dessus, mais le Japon est quand même un peu plus en retard que nous à ce niveau-là. Ils sont encore très conservateurs. Le patriarcat est encore plus implanté encore et implanté bien enraciné encore dans la société japonaise actuelle. C'est pour ça que c'est important, je pense aussi, de soutenir et de voir des films de réalisatrices. Alors là, je le dis pour le Japon, mais en fait, vous voyez des films de réalisatrices tout court. Donnez-leur de la lumière, voyez ce qu'elles font. Et après, que vous aimiez ou pas, on s'en fiche. Ça, c'est valable avec tout, en fait. On vous demande pas de crier au chef-d'œuvre dès que vous voyez un film de réalisatrice.
c'est pas, ça deviendrait suspect en fait au final. On se demanderait non mais au final est-ce qu'il aime vraiment machin ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est d'être plutôt curieux, de voir ce que ça peut donner. Voilà, soyez curieux en fait. C'est plutôt ça, c'est de la curiosité Et plus que de donner absolument l'envie de dire putain c'est incroyable, putain c'est super et tout. Non, vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais vous pouvez être au moins curieux pour voir ce que ça donne. Et peut-être que ça peut vous intéresser. Je dis bien ça peut vous intéresser. Pas tout à obligatoire. fait. Donc voilà, c'est tout. On va s'arrêter un petit peu là pour les recommandations. Bel étalage de recommandations, bien sûr. On est un peu là aujourd'hui, hein, on parle de tempura, mais on parle un peu aussi de manière un peu plus globale du cinéma asiatique, japonais, bien évidemment. Et surtout, on change un peu de registre. On parle pas de l'animation, pour une fois. Même si on a un tout petit peu parlé quand même d'animation, avec Silent Voice, mais c'est très, très rapide. Ça fait plaisir, en tout cas. Ensuite, la prochaine question, c'est la performance des acteurs, des actrices. Pour toi, c'est laquelle qui t'a le plus impressionné? Est-ce que c'est la fameuse performance de Mitsuko de Non, par exemple, qui t'a le plus marqué? Oh bah oui, Très clairement. c'est difficile de faire mieux, hein. Ah, c'est compliqué, C'est en effet. difficile de faire mieux parce que bah déjà bon, c'est difficile de s'attacher, enfin de s'attacher autant aux autres personnages parce ils sont plus secondaires. Même au final, le personnage joué par Kento Hayashi, on le voit, mais pas plus que ça. Il y a des moments où il est présent, mais c'est juste parce qu'il est en train de répondre par SMS à Mitsuko. Le personnage du film, c'est Mitsuko. Donc forcément, c'est difficile de se dire qu'il y a une prestation, un jeu d'acting qui nous a plus touché que celui de Non, Mhm. qui en plus fait qui en plus a fait une prestation qui est absolument incroyable. Je trouve toujours juste. Il n'y a pas un moment où je me dis ah un peu à côté. Non, toujours juste. Et pour le coup, je sais pas si c'est une actrice qui a beaucoup de films à son actif, parce que je crois qu'à la base elle est mannequin, ou elle l'était toujours encore, ou du moins elle est actrice et mannequin. Et je connais pas beaucoup d'autres films. Bah, elle a fait. Alors, oui, elle a fait du, Alors, elle a de la joué dans un fashion. film qui est sur Netflix dernièrement, qui s'appelle Bullet Train Explosion, Oui. où elle a un rôle dedans. J'ai pas vu le film, donc je pourrais pas en parler davantage. Euh, Elle a fait une voix dans Pokémon Concierge, oui, c'est la personnage principale. Elle fait la voix justement de cette petite série Pokémon que j'aime bien. Moi, je l'ai bah, elle regardé fait avec du tout le temps. doublage aussi, peut-être le film le plus connu à part. Il y a Oui, Confession le quand film le même. plus connu, ça va être. Il y a Confession Alors, quand même de Tetsuya Nakashima où elle est dedans, elle est dans un rôle. un rôle secondaire, pour peut-être. Elle a un rôle secondaire, ouais, tout comme Ai Hashimoto aussi qui est. Après, vous l'aurez peut-être déjà entendu, et j'étais le premier surpris en faisant mes devoirs pour le podcast. C'est elle qui double le personnage de Suzu dans Un recoin de ce monde, le film d'animation japonais de Sunao Katabuchi. Excellent film d'animation. Donc, à part ça, C'est à peu près tout, hein. Après, pas beaucoup, du moins qui nous soit parvenu, en tout cas, pas le, grand-chose. le reste, c'est Après, c'est 100% une actrice. japonais. Le reste, c'est 100% japonais et Voilà, le reste c'est 100% japonais. Alors pour l'anecdote, il y a quand même une série dans laquelle elle a joué qui s'appelle Ama-chan, Ouais. qui est sortie en 2013, dans laquelle elle avait déjà joué avec Ai Hashimoto. Donc elle se connaissait déjà avant Tempura. Elles étaient dans Confession avant, puis dans Amachan et enfin dans Tempura. Donc elles Avant étaient aussi dans Confession toutes les deux? Ouais, elles étaient toutes les deux dans Eh ben Confession, ouais. voilà, Elles étaient toutes double les- anecdote. Double anecdote, elles étaient dedans. Elle était dedans. Elle était aussi dans un rôle secondaire et Non était dedans aussi. Donc après derrière c'est une actrice, elle est née au début des années 90, donc elle a largement le temps d'apparaître dans plein de films. Et Elle est qu'au début de sa carrière, hein. voilà. Donc c'est là je
carrière qui a démarré en 2010, du coup, avec Confession, hein, je crois. Oui, oui, bah, elle a joué une ado dans le film. Voilà, donc c'est voilà, pas une actrice très connue. D'ailleurs, aucun des acteurs Du film? du film, que ce soit principal ou secondaire, ne sont des acteurs installés entre guillemets Non, euh, non, non, dans le non. paysage japonais. Peut-être éventuellement l'actrice qui joue Il y a Ai Hashimoto peut-être. la patronne. Ah, il y a la patronne, mais j'aurais plutôt dit Bah, Ai Hashimoto, Hashimoto Koto. est peut-être un peu plus identifiée grâce Elle à a la quand même. série qui est sur Netflix, Il y a la série, il notamment. y a quand même Little Forest, donc les deux films. Il y a eu les Little Forest et tout, mais ça reste des productions qui sont toutes sorties dans les années 2010. Moi, j'ai juste après l'actrice éventuellement qui joue du coup la patronne de Mitsuko, Ah, qui est jouée par Airi Katagiri. Qui avait déjà tourné avec Akiko Oku dans Tremble All You Want, justement, oh oui, je vois ça, euh, Filmo. qui Mais a déjà oui, joué qui a oui, joué dans Shin Godzilla aussi, elle a sorti joué en dans Shin 2016, Godzilla, elle a joué, c'est vrai, je me souviens. et qui a une carrière un peu plus ancienne, mais c'est pas une actrice identifiée, enfin, en tout cas, que moi j'identifie facilement. Elle joue quand même dans Silence de Martin Scorsese. Alors, elle joue un rôle très bas, mais je me souviens qu'elle jouait dans une des villageoises quand Andrew Garfield et Adam Driver allaient justement au Japon, etc. On la voyait, qui était dedans. Elle joue dans Hachiko, mais c'est pas la version Même avec pas, Richard Gere. ah oui, mais si, en fait, elle est un peu plus connue, mais pas forcément en tant qu'actrice, parce Elle qu'elle est est dans, autrice aussi. elle est dans Cutie Honey. Je suis obligé de parler de Cutie Honey de Hideaki Anno. Alors, si vous connaissez pas Hideaki Anno, c'est Monsieur Evangelion, voilà. C'est lui qui a fait Evangelion, donc un peu de respect. C'est Donc, Monsieur Shin Godzilla. et Monsieur Shin Godzilla. Quand même, en premier lieu, Monsieur Evangelion, puis Monsieur Shin Godzilla, et puis troisièmement, Monsieur Cutie Honey, qui est un, qui est un film aux antipodes des deux films qu'on a cités juste avant. C'est un film, c'est un film de Sentai complètement burlesque et drôle que je recommande absolument d'aller voir. Et elle joue aussi dedans. Donc voilà, donc au niveau du casting, en fait, c'est de base des acteurs et actrices qui sont pas identifiés. Alors peut-être au Japon. Ah oui, Je connais pas. peut-être, oui. Je pense notamment peut-être à Rena Non et à Ai Hashimoto qui sont peut-être plus identifiés parce qu'en plus elles sont mannequins. Donc elles sont peut-être elles doivent être pas mal médiatisées au Japon, surtout depuis ces films-là. Mais après les autres, en tout cas, pas au-delà des frontières du Japon, quoi. Non, non, c'est sûr qu'on n'a pas, on n'a pas d'infos. On n'a pas d'infos pour sûr, et si on s'y intéresse pas, pas de nouvelles, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut quand même dire des. Enfin, Non, en tout cas, après ce qu'elle a proposé dans, dans ce film, dans Tempura, j'ai très hâte de la voir dans d'autres films qu'elle va jouer. Ça, c'est sûr et Ah, certain. j'espère pouvoir la voir, ouais. J'espère pouvoir la revoir dans des rôles proches ou rien à voir. Oui, Je suis très curieux de voir ce qu'elle peut nous proposer en plus encore pour nous surprendre. Mais en tout cas, Tempura, incroyable prestation. pour l'instant, C'est c'est sa valeur étalon, hein. Pour l'instant, c'est Tempura. Elle ah est oui. géniale dans ce film. Elle montre une certaine versatilité dans sa palette d'actrice et surtout, elle est attachante comme pas permis. On s'y attache énormément à ce personnage et il y a une connexion qui se fait très facilement avec ce personnage et on s'y attache et elle joue à la perfection, on rit avec elle, on pleure avec elle. Elle est géniale. Elle est géniale, j'aime beaucoup ce qu'elle a proposé. Et bien sûr, j'arrête pas d'en parler, mais Bah, c'est oui, vas-y. Vas-y, je te coupe la parole en plus, Non, je donc disais je te laisse terminer. et à Ai Hashimoto aussi elle est pas là, elle est là que pendant une petite partie du film, dans toute la partie en Italie, mais elle est
exceptionnelle aussi. Pour les peu de scènes où elle est, elle crève l'écran, elle est incroyable. Oui, et non, sur sur le personnage enfin, sur la prestation de Non, tout est en subtilité en fait. Tout le propos du film transpire dans sa prestation. Je trouve qu'elle est retranscrit à la perfection. Alors j'ai pas lu le livre parce que je ne savais pas qu'à la base que c'était une adaptation de roman, ou alors je l'avais oublié. Je serais bien curieux de le découvrir, mais elle incarne à la perfection en fait un personnage qu'on pourrait croiser dans la rue. Il n'y a pas de cliché, et je pense qu'en fait après c'est le travail conjugué entre le matériel de base de la romancière, le travail de direction d'actrice d'Akiko Ogu, plus le travail après derrière d'interprétation de Renan Onen. Mais vraiment, je vais réinsister dessus, c'est pas un film qui présente la romance comme la solution à tout. C'est pas un film qui diabolise la solitude. Et je trouve que ces éléments-là, en fait, Renan Onen a compris de ce qu'il fallait faire pour le retranscrire. J'ai rebouclé en fait avec ce que je disais avant, hein, mais si j'y crois et que ce personnage est aussi attachant, en fait, il y a forcément des raisons. Il y a des raisons et elles sont visibles et palpables. C'est ça qui est bien, ça qui est excellent, en tout cas. Voilà, le petit point non est terminé. On va s'arrêter là pour les questions. Et surtout, c'est la fin. Et oui, non, c'est la fin. Et ça m'attriste un peu de dire ça. Mais on a un peu parlé en long et en large et en travers un petit peu de tempura, mais aussi un petit peu de la sphère des films asiatiques, des films japonais. Et ça, c'est une mission réussie. Et on espère surtout que ça vous a donné envie d'aller le voir et surtout d'être curieux, d'aller voir d'autres films japonais ou asiatiques. Voilà, pourquoi pas, hein. On espère avoir réussi la mission. J'étais trop heureux de faire cet épisode, en tout cas. Moi, de mon côté, je sais pas pour toi, si t'apprécies l'épisode. Si, c'était un vrai plaisir. Et puis en plus, pouvoir parler de ce film et espérer de pouvoir le faire découvrir à plein d'autres gens, c'est un plaisir. C'est un cadeau, c'est un petit cadeau que je te fais. Je te donne Un plaisir. la porte ouverte à, à justement plein de gens pour découvrir ce film. Et bien sûr, n'oubliez pas Anabi. Et oui, Anabi. N'oubliez surtout pas Anabi pour si vous voulez avoir le film parce que vous l'avez adoré, vous pouvez l'acheter bien sûr avec des codes de réduction qui sont disponibles sur leur page Instagram. En tout cas, c'est là où j'ai su leur code de réduction. Aussi, tu me l'as dit avant, mais ils sont disponibles quand même sur Instagram. Voilà, encore une petite pub que je fais gratuitement. Mais si vous Encore, m'écoutez, décidément. même si vous m'écoutez, Anabi, vraiment, sponsorisez-moi ou sponsorisez, ça commence, mais sponsorisez-nous, vraiment, faites-le. Je suis prêt à payer tout ce que vous voulez pour que je sois sponsorisé par vous. Parce que ce que vous faites, c'est génial, en tout cas. Et surtout, c'est un plaisir de parler enfin un petit peu de cinéma japonais, même si on avait parlé d'animation, mais là surtout de parler de ce cinéma-là, plus live action, plus réel, qui est donc un peu moins, je dirais pas accessible, mais qui est un peu moins populaire, moins reconnu, on peut dire un tout petit peu... On n'est pas sur du cinéma, t'as pas l'œil. Ah non. Alors, ce qui est bien avec le Japon, c'est On n'est que pas sur du cinéma d'action. c'est les antipodes un petit peu du cinéma hollywoodien. Voilà, là, on est sur le C'est un peu contraire. ça. On est sur le Il y a contraire. un donc, océan entre les deux, il y a- littéralement il y a et géographiquement. Il y a le Pacifique au milieu, donc voilà, c'est quand même assez grand. Il y a un peu de distance qui les sépare et c'est un voyage qui est très intéressant à faire, mais comme Mitsuko, il faut faire le pas, il faut faire le premier pas. Voilà, ce sera le mot de la fin, bien évidemment. On peut te retrouver, bien sûr, sur Ça commence, sur Instagram, bien évidemment, où tu nous parles de plein de recommandations sur le cinéma asiatique, des textes, bien évidemment, des critiques que je lis avec impatience. Le dernier, c'était sur l'homme... c'est quoi le nom déjà ? Il y a visage dedans, mais je n'ai plus. Et c'était le
C'est quoi Le déjà? visage. C'était Le visage Alors, d'un le autre. titre qui me vient en anglais. Le visage d'un J'avais The autre. Face of Another. Voilà, oui, j'avais le en anglais, mais Donc, le le visage d'un autre, autre. et c'est l'avant-dernier. Et C'est oui, l'avant-dernier. c'est l'avant-dernier Alors, parce que j'ai pas vu qu'il y avait Arco. je fais des recommandations. J'essaie de parler majoritairement de cinéma asiatique parce que c'est ce que je regarde en plus grande quantité. Mais je ne parle pas que de ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a un coup de cœur, on en parle. Et en l'occurrence, le dernier, c'était Arco. Allez voir Arco. Allez voir Arco, voilà, c'est bien Arco. En tout cas, et vous voyez ce n'est pas que du cinéma asiatique, donc profitez-en, allez lire, et en plus, c'est français. Et ça nous fait plaisir. C'est français. C'est français, notre bonne vieille C'est France. français. En tout cas, ça fait. Mais si vous aimez, voilà, pour faire le lien, si vous aimez le cinéma d'animation japonais et tout ce qui est Ghibli, vous allez aimer Arco. Voilà. Je pense que tu as fait le meilleur résumé possible, en tout cas. Merci encore une fois, Chut, ça commence, d'avoir été mon invité aujourd'hui, d'avoir parlé de tempura, d'avoir parlé de cinéma asiatique, de cinéma japonais. Ça m'a fait grandement plaisir. En tout cas, tu as été l'une des personnes qui m'a piqué, bien sûr, et m'a rendu addict, je le redis encore une fois, à ce cinéma-là. Et je vais encore continuer à en regarder toujours plus. En tout cas, ça va devenir un de mes passe-temps favoris et ça fait grandement plaisir. En tout cas, bien sûr, vous pouvez retrouver ce podcast, bien évidemment, à travers le projecteur sur les différentes plateformes d'écoute, bien évidemment, que ça soit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud et même bien évidemment YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre une note, bien évidemment, c'est très important sur les différentes plateformes de streaming, que ça soit bien sûr sur Spotify, vous pouvez mettre les 5 étoiles, bien évidemment, ça fait toujours plaisir avec un petit commentaire, que ce soit aussi sur YouTube, etc. Et bien sûr, le partage, c'est le plus important. Hein. Partagez à vos amis, à votre famille. Ça fait toujours très plaisir et ça a permis bien sûr de faire découvrir le podcast au plus grand monde, bien évidemment, et bien évidemment faire découvrir le cinéma asiatique, là pour le coup, au plus grand nombre, et ça me ferait grandement plaisir en tout cas. Moi, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, mais bien évidemment, vous pourrez retrouver un nouvel épisode de À travers le projecteur dans 2 semaines, le dimanche, comme d'habitude, à midi. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!